Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reprend une des catégories de notre chaîne que nous adorons tout particulièrement puisqu'elle nous permet d'aborder de grandes thématiques qui sont situées au cœur de Harry Potter et des animaux fantastiques ou qui peuvent également être aussi absentes et cela est tout aussi évidemment intéressant à regarder de près. Aujourd'hui nous allons aborder une thématique un peu difficile à développer et assez inédite dans nos vidéos qui est le sujet de la sexualité. Thématique littéraire et cinématographique assez classique dans le monde d'aujourd'hui, ce sujet est globalement très absent des romans et des films Harry Potter, et ceci pour des raisons qui sont tout à fait logiques. Mais alors, du coup, vous vous dites, pourquoi vont-ils parler de quelque chose qui n'existe pas dans cette saga, et pourquoi prennent-ils la parole sur cette thématique ? Depuis déjà un bon nombre de mois, nous nous interrogeons parfois sur l'obsession quand même assez étrange qui anime une grande majorité des fanfictions au sujet de la sexualité qui sont implantées dans l'univers qui est celui de Harry Potter. Il ne se passe pas une seule journée sans que l'on voit apparaître sur des groupes Facebook, sur des forums, sur des fanfictions et même jusque dans nos commentaires parfois des références à la sexualité. Si parfois ces allusions restent, on va le dire grossièrement, dans le domaine du raisonnable ou du potache, nous devons bien avouer que parfois nous sommes extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de l'évocation de certains fantasmes qui, pour le coup, nous alertent. Et c'est notamment à cause de ça que nous avons décidé de traiter de cette thématique dans la mesure où nous estimons que parfois, il est nécessaire de remettre l'église au milieu du village, comme le dit la célèbre expression. Alors, on prévient tout de suite que cette vidéo n'a aucunement vocation à être œuvre de puritanisme ou à pointer du doigt qui que ce soit, sauf peut-être lorsque certains propos ou certaines images sont très limites vis-à-vis de la légalité. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun jugement de valeur ni aucune volonté de mener une quelconque croisade contre on ne sait trop quoi. Notre propos est à la fois de livrer une analyse sur ce sujet dans la perspective du monde magique de J.K. Rowling, mais aussi de mettre en garde véritablement notre communauté et nos auditeurs sur les logiques parfois étranges qui peuvent se cacher derrière des publications qui, encore une fois, sont particulièrement malsaines. J.K. Rowling, dans ses récits, à ce stade, a fait le choix de ne pas du tout traiter du sujet de la sexualité dans le monde magique, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'ailleurs dans d'autres de ses productions comme Une place à prendre ou encore Les aventures de Cormoran Strike. Il s'agit clairement d'un choix délibéré mais dont la logique est imparable. Trop souvent, beaucoup ont tendance à oublier que Harry Potter est avant tout une histoire d'enfants, une histoire destinée à des enfants puis à une jeunesse qui devient plus tard un petit peu plus adulte, mais qui se passe aussi dans une école, et ça a quand même franchement sacrément son importance. Dans une école, et encore plus au début de Harry Potter, la sexualité n'a absolument pas sa place, et J.K. Rowling pose de manière très claire ce postulat. Peu importe l'âge de ses héros, la sexualité n'aura jamais sa place dans le récit. Alors, on suivra les aventures amoureuses de Harry, bien entendu, relation d'ailleurs on ne peut plus platonique, de Ronald Weasley, peut-être un petit peu moins platonique, et de Hermione Granger, pour le coup, totalement platonique. Mais tout sera fait dans une certaine forme d'élégance, sans aborder le sujet, sans non plus tomber dans un espèce de voyeurisme un peu malsain. Quand allusion il peut y avoir, elles sont généralement écrites de telle manière qu'on ne voit pas apparaître absolument, finalement, l'ombre d'un seul quiproquo, et que tout est rédigé sous la forme la plus respectable qui soit, et ce qui est quand même quelque chose de particulièrement important dans des livres qui sont destinés avant tout à un public quand même relativement jeune. Dans son récit, J.K. Rowling prend toujours bien garde à développer les sentiments de ses personnages sous l'angle de ce qui est la pierre angulaire de cette saga, c'est-à-dire l'amour. De la première à la dernière page du roman, J.K. Rowling n'aborde jamais autre chose que l'amour sous son angle le plus véritable, le plus puissant, et c'est aussi une manière pour ses personnages de faire l'apprentissage de ce qu'est véritablement la vie. Pour beaucoup de fans, cette absence d'évocation de la sexualité dans le roman ne correspondrait pas d'une part aux attentes, mais aussi finalement à la manière dont il se représente la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, d'autant plus pour la première génération de fans comme moi qui n'ont jamais eu la moindre question sur cette absence de la sexualité dans le récit. Il faut probablement y voir là une différence sociétale notable. Loin de nous l'idée de dire qu'il y a 25 ans le monde était moins porté sur la sexualité ou moins intéressé par cela, mais autre temps, autre mœurs, il ne serait jamais venu à l'idée de mettre dans la littérature jeunesse des scènes de sexe ou de faire même des allusions en dessous de la ceinture. D'une part, cela aurait à juste titre choqué, et d'autre part, cela aurait quand même naturellement dénaturé l'œuvre. Encore une fois, en dehors du contexte temporel et chronologique, il faut aussi regarder le contexte tout court du récit. Encore une fois, on se situe dans une école où l'on assiste à des interactions qui peuvent avoir lieu entre des enfants de 11 à 17 ans globalement. La sexualité n'a, dans ce contexte bien précis, absolument rien à faire, et certainement pas qui plus est dans une dimension relativement crue.
Alors, autre temps, autres mœurs, on vous disait, mais il faut bien comprendre qu'en effet, il était absolument hors de question, même si J.K. Rowling en avait eu et l'envie et l'idée, ce qui était très très loin d'être le cas, de mettre en scène des relations sexuelles ou d'inclure des évocations dans un récit jeunesse. Les maisons d'édition se seraient, à juste titre, étranglées et auraient tout refusé en bloc, voire censuré le texte, jugeant que cela n'était pas adapté au public cible de l'œuvre, car il faut bien comprendre aussi, et c'est quand même très important, que Harry Potter a été un phénomène littéraire comme jamais vu auparavant. Il faut imaginer que toutes les maisons d'édition à travers le monde ont travaillé comme jamais pour permettre d'organiser des sorties publiques, de sortir des livres dans des tirages qui n'étaient jamais atteints, et donc de développer des campagnes de communication totalement inédites dans ce secteur qui était quand même, il faut le reconnaître, habituellement totalement sinistré. En imaginant qu'au fur et à mesure du roman, les enfants et les parents, qui étaient aussi d'ardents lecteurs de Harry Potter, soient tombés sur des scènes de sexe ou des questions relatives à la sexualité des personnages, il y a fort à parier que le succès n'aurait pas été le même. Impensable de faire lire à des enfants de 10 ou 15 ans des livres qui traiteraient de ce sujet. Alors, après tout, il est tout à fait vrai que les mœurs ont beaucoup changé en 25 ans, y compris d'ailleurs dans le secteur de l'édition qui a connu une sorte de révolution littéraire. Après Harry Potter, tous les auteurs se sont mis en fait dans le crâne de publier à leur tour des sagas à la destination d'un public relativement jeune. Le grand but, c'était de commencer donc à se distinguer, il fallait réfléchir à faire avec un univers fantastique et des personnages tout aussi marquants et impactants que ceux connus dans Harry Potter, sauf que n'est pas J.K. Rowling qui veut. Beaucoup ont tenté, peu ont réussi. Parmi eux, on pourra citer notamment 2 sagas qui ont réussi, ont commencé quand même à changer petit à petit les choses sur le regard de la sexualité dans la littérature et notamment dans la littérature jeunesse. Tout d'abord la saga Twilight qui a jonglé avec de nombreuses allusions pendant la majeure partie des récits avant d'aborder clairement les choses au travers des relations entre Bella et Edward. Il y a eu ensuite Hunger Games qui a géré les choses un peu différemment mais qui a mis quand même tout de même finalement ce sujet de la sexualité en arrière-plan des interactions que pouvait avoir effectivement l'héroïne avec ses 2 compagnons, on va dire, dans cette espèce de triangle amoureux un peu étrange. Puis les lecteurs de Harry Potter et de toutes ces sagas ont grandi et ont découvert finalement qu'ils avaient un certain goût pour la lecture. Les tablettes et autres liseuses se sont démocratisées, les supports de lecture ont donc changé, la manière aussi de découvrir des livres, on se tourne de moins en moins vers le livre papier, de plus en plus vers des e-books publiés directement sur des plateformes, et c'est ainsi donc qu'une nouvelle génération de livres va commencer à faire son apparition. Cette fois-ci dans des styles plus grivois, plus portés sur les questions relatives à la sexualité. Des livres écrits par de sinistres inconnus deviennent d'abord des best-sellers sur Internet avant d'être en fait publiés par des maisons d'édition classiques. C'est le cas par exemple de 50 nuances de Grey et d'autres livres dans le même genre qui cartonnent aujourd'hui en tête des charts. Cette dimension très évolutive de la littérature consommée par un public jeune va venir profondément changer les codes. La question de la sexualité est de moins en moins taboue, c'est devenu une question tout à fait banale et dont on voit bien la tendance à toujours vouloir repousser les limites, que ce soit dans les livres ou que ce soit d'ailleurs au cinéma. Cette logique a donc considérablement bouleversé quelque part les attentes des lecteurs et des spectateurs aussi, car sur la question de la sexualité dans Harry Potter, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire concernant les films, car il s'agit là aussi d'un des très gros reproches faits aux films parfois, de ne justement donner absolument aucune place à ces intrigues, rappelons-le encore une fois, inexistantes dans le roman. Alors, évidemment, on nous dira qu'il y a la question de Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui met l'accent effectivement sur les relations amoureuses, s'éloignant d'ailleurs de manière on ne peut plus évidente du texte. Le 6e opus est la première incursion du monde magique sur cette question sans pour autant aborder directement la question des relations sexuelles. David Yates lui-même parlera d'un film Sex, Drug and Rock'n'Roll, pour reprendre la célèbre expression. Force est de constater que ce ne sera quand même pas le cas pour ce film, et ce ne sera en tout cas pas le film le plus réussi et le plus rentable. Alors évidemment beaucoup nous diront, mais si dans une scène coupée de Harry Potter et la coupe de feu, on voit qu'il y a une allusion claire et nette à la question de la sexualité quand Rogue et Igor Karkaroff surprennent 2 élèves dans une calèche. Cette scène, coupée au montage, a en réalité été rajoutée par McNeill, mais refusée par J.K. Rowling. Il y a donc eu une forme de compromis à la mettre en scène coupée dans les bonus des DVD, tout en remontant en réalité la scène pour la centrer un peu plus davantage sur le sujet finalement des relations qu'entretiennent Severus Rogue et Igor Karkaroff à cette époque, et elle ne place donc pas le sujet de la sexualité en tant que tel au cœur du film. Par ailleurs, y compris dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, malgré une temporalité qui
aurait pu éventuellement le permettre, la question de la sexualité est tout aussi absente aussi bien chez les adultes que chez les enfants naturellement, et il faut là aussi y voir une volonté de J.K. Rowling d'avoir une œuvre universelle permettant à la fois de plaire aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il était absolument impossible d'inclure cette dimension, alors que franchement le texte de la pièce et le contexte, encore une fois historique et temporel, ne s'y prêtent absolument pas. Alors, concernant l'autre création du monde magique de J.K. Rowling que sont les animaux fantastiques, la situation est-elle un peu différente? La réponse est absolument non. J.K. Rowling continue de dérouler ses sujets et son monde de la manière dont elle l'entend. Si l'amour est toujours au cœur de son œuvre, sous toutes ses formes, la question de la sexualité y est totalement absente, dans la mesure où il ne s'agit clairement pas d'un sujet important pour le film, mais aussi parce que les animaux fantastiques ont aussi une vocation universelle. À dessein, J.K. Rowling fait le choix de ne pas mêler la sexualité à l'histoire de ses personnages. Ce qui compte, c'est l'amour, celui qui est fort, celui qui se construit, celui qui détruit aussi, bref, tous les amours, mais sans rentrer dans une intimité de ces personnages qui ne regardent absolument pas le spectateur. Alors, d'aucuns pourraient dire que J.K. Rowling est une puritaine, qu'elle refuse d'aborder ce sujet-là, que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pour le coup absolument pas du tout le cas dans la mesure où dans les livres à destination d'un public adulte qu'elle peut rédiger, elle peut parfois d'ailleurs aborder cette question d'un point de vue particulièrement cru et désarmant, voire même violent. C'est le cas dans Une place à prendre, mais aussi dans les livres contant les aventures de Cormoran Strike et de Robin et la Cotte. J.K. Rowling n'est donc absolument pas gênée par ces questions, mais juge avec raison que la question de la sexualité n'a pas sa place dans les aventures du monde magique, et c'est tant mieux. Pour notre part, nous soutenons totalement cette volonté de l'auteur. Cela n'aurait absolument aucun sens de mettre en relief la question de la sexualité dans un roman qui concerne une fois encore des enfants et des adolescents en premier lieu. Alors, il y a derrière la question de la sexualité chez les fans une autre question sous-jacente qui agite beaucoup certains pseudo-influenceurs en quête de reconnaissance et qui veulent chercher la petite bête là où elle n'existe pas. Vous l'aurez compris, certaines communautés ont tendance à faire le reproche à J.K. Rowling, parmi tant d'autres, on va pas se mentir, de ne pas offrir une représentation suffisamment éloquente aux personnes homosexuelles par exemple, ou encore aux personnes transsexuelles. Et on vous fait grâce de la liste interminable qui s'ensuit. Ce reproche est pour le coup franchement assez étonnant dans la mesure où J.K. Rowling n'aborde absolument pas la question de la sexualité dans ses romans. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi véritablement il faudrait donner une représentation à telle ou telle communauté. Personnellement, nous ne lisons pas une œuvre littéraire ou nous ne regardons pas une œuvre cinématographique pour avoir un inventaire à la Prévert de toutes les communautés qui existent prétendument. À partir du moment où le sujet n'est pas abordé, cela ne fait pas pour autant, comme tant de gens aiment à le dire, de Harry Potter une œuvre homophobe, transphobe ou phobe quelque chose. Ce que les communautés veulent aujourd'hui nous imposer est en fait le pire et la mort de l'art, mais aussi la mort de la littérature tout court. Quand on en arrive à un point aussi extrême de dire qu'une œuvre serait phobe quelque chose car elle n'apporte pas explicitement la preuve du contraire, on est quand même dans un délire intellectuel particulièrement choquant. Le reproche fait qui consiste à dire que Harry Potter est une œuvre, par exemple, absolument homophobe car on ne voit aucun couple gay, est en plus quelque chose de totalement ahurissant, même absolument fou lorsque l'on sait qu'Albus Dumbledore est homosexuel et que cela a été confirmé par J.K. Rowling elle-même, bien avant que ne soient réalisés d'ailleurs les Animaux Fantastiques. Alors, les anti-Rowling nous diront que ce n'est pas explicitement dit dans Harry Potter, alors que cela semble pour le coup quand même très clair à la lecture de livres, encore faut-il les avoir lus, évidemment. L'information est invisible dans l'intrigue de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, tout simplement parce que le film n'explore pas, plus que ça, les secrets autour de la vie d'Albus Dumbledore et de sa famille. Ça reste une part pour le coup assez peu importante du récit dans l'adaptation cinématographique, mais le fait est que quand on lit les livres, on comprend quand même assez rapidement que la relation entre Grindelwald et Dumbledore est très loin d'être claire. Les anti-Rowling viendront donc nous expliquer, car c'est au final leur fond de commerce, que J.K. Rowling nie l'existence d'autres formes de sexualité que l'hétérosexualité, qui est, on va le dire, globalement la norme dans Harry Potter. C'est franchement ignorer les combats multiples de J.K. Rowling, notamment en faveur du mariage pour tous, ou dans ses prises de position publiques sur le sujet. J.K. Rowling n'a jamais caché ses opinions très ouvertes, notamment sur la question de l'homosexualité, tout en faisant aucunement l'alpha et l'oméga de ses prises de position et de ses combats politiques, qui sont bien plus larges, notamment sur l'enfance et la place des femmes dans nos sociétés, ou encore sur la lutte par exemple contre la précarité.
La difficulté, c'est que J.K. Rowling refuse de céder à une mode qui consiste à toujours faire de la surreprésentation des minorités au détriment d'ailleurs des choix scénaristiques ambitieux. Il est vrai que lorsqu'on le regarde, les productions littéraires à grand succès des dernières années ou encore des blockbusters cinématographiques, on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, il faut faire plus de marketing plutôt que de produire des contenus intéressants ou passionnants. Si on prend un exemple très récent dans l'actualité, avec la question par exemple de Miss Marvel, la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe, on observera une volonté de promouvoir une héroïne musulmane plutôt que d'axer la communication sur la véritable dimension de cette jeune super-héroïne dans la série, c'est-à-dire une émancipation et vis-à-vis de sa foi, mais aussi au final la pleine et entière émancipation d'une jeune femme. Aujourd'hui, on ne juge plus un film sur son contenu, mais sur sa manière de représenter telle ou telle minorité, car cela n'a au final, finalement, plus aucun sens et souvent n'apporte d'ailleurs absolument rien à l'histoire. À force de vouloir représenter telle ou telle minorité, on renonce à un scénario, on renonce à une idée, et on coche des cases pour rentrer dans des standards actuels. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la promotion complètement parasitée du nouveau film Pixar autour de Buzz l'éclair, qui ne se concentre que sur le fait qu'il y ait une scène ou non mettant en scène des personnes de même sexe. Au final, peu importe l'histoire du film, tant que les communautés sont heureuses. C'est vraiment tout le sujet du monde d'Hollywood d'aujourd'hui, qui vend des conceptions du monde qui sont des conceptions uniquement marketées et qui n'ont en réalité absolument aucune dimension narrative ni véritablement intéressante. On assiste franchement à une ère qui est inquiétante pour le domaine des arts en général, mais plus inquiétant encore, c'est que cette logique vient en réalité matrixer finalement une partie des spectateurs. Tout le souci de la tyrannie des réseaux sociaux et donc d'une opinion publique pourtant minoritaire, mais qui impose ses vues à la majorité, est en train de se dérouler devant nous. Aujourd'hui, pour être cool, il faut être moderne, sans pour autant qu'on sache véritablement ce que l'on met philosophiquement derrière la question de cette pseudo-modernité. C'est pourtant tout le sujet. Sur la question de la sexualité, la norme est devenue en réalité l'obsession. Une obsession quasi permanente. Aujourd'hui, la sexualité a été tellement banalisée que personne ne s'émeut de voir des jeunes filles et des jeunes garçons découvrir au collège et donc sur Netflix des séries qui font la part belle à la sexualité sous ses formes souvent les plus abjectes, comme ferait Sex Education, 365, etc. Plus on sera dans la perversité, plus on est sûr de trouver une audience ou un public, ce qui demeure là aussi une dimension pour le moins étonnante et même franchement, disons-le, choquante. La banalisation des relations sexuelles dans la littérature et dans l'art reste quelque chose de particulièrement troublant, surtout quand elle est empreinte, disons-le, d'un malaise quasi permanent et de relations qui sont toutes plus toxiques les unes que les autres. Concernant d'ailleurs les animaux fantastiques, on a constaté avec un étonnement plutôt élevé, on vous en faisait part dans une vidéo dédiée à ce sujet-là, le fait que les fans étaient absolument obnubilés par la relation entre Dumbledore et Gellert Grindelwald, en la trouvant mignonne et touchante, alors que Grindelwald est un pervers narcissique de haut niveau, qui manipule Albus Dumbledore comme s'il était uniquement sa chose. Tout le monde s'émeut de la scène dans le restaurant moldu qui n'est en réalité qu'un rêve de Dumbledore et qui ne s'est jamais déroulé et qui là aussi montre l'ascendant psychologique extrêmement malsain que prend Gellert Grindelwald sur ce pauvre Dumbledore dont les sentiments sont franchement totalement ignorés ou presque par son adversaire. Cette observation de l'obsession permanente que représente la sexualité au travers de la relation entre Dumbledore et Grindelwald est pour le coup extrêmement révélatrice et nous permet en fait d'aborder la troisième partie de notre vidéo, qui est la question très importante des fanfictions. Alors, soyons très clairs, nul besoin de nous accuser de censure ou autre, ni de viser telle ou telle personne ou telle histoire, ce n'est pas le cas. Comme nous avons pu vous le dire au début de notre vidéo, nous avons aussi la volonté de tirer un certain nombre d'enseignements autour de cette question de la sexualité et aussi, pourquoi pas, de mettre en garde un certain nombre d'entre vous. Les fanfictions ne sont pas une nouveauté, elles ont de tout temps existé depuis finalement que la littérature existe. Beaucoup d'écrivains n'ont souvent fait que réinterpréter au final ou modifier des textes préexistants. Le mouvement a même commencé dès le Moyen-Âge. Sur le terrain de la pop culture, ou plutôt de la culture populaire, c'est surtout la saga Star Wars qui a peut-être lancé ce mouvement. Mais il est évident que l'essor d'Internet et de plateformes permettant de publier à peu près tout sans avoir à passer la question des maisons d'édition va venir amplifier ce mouvement de manière très large, et surtout là où une maison d'édition pouvait mettre des stops, des interdits et même de très gros avertissements, sur Internet on sait qu'il n'y a absolument aucun contrôle, qu'il faut finalement voir comme une traduction, une interprétation pour le moins à l'extrême d'une logique très 68arde qui revient à dire qu'il est interdit d'interdire dès lors
tout est possible. Pour en revenir à la question de Harry Potter, les fanfictions sont légion. Sur toutes les plateformes, on en voit absolument partout et sur à peu près tous les sujets. Certains médias, anti-J.K. Rowling, iront même jusqu'à dire que les fanfictions ont plus apporté à l'œuvre que les romans de J.K. Rowling eux-mêmes. Heureusement pour eux, le ridicule ne tue pas parce que sinon les pauvres ne seraient déjà plus de ce monde. Car si certaines fanfictions sont de bonne qualité, d'autres sont franchement extrêmement douteuses et c'est cette partie-là qui va nous intéresser tout particulièrement. Déjà, le principe d'une fanfiction est quand même en soi un petit peu pernicieux, car la plupart du temps, l'auteur, entre guillemets, va se contenter d'emprunter des personnages, des lieux, des histoires qui ne lui appartiennent pas, qui n'ont pas été créés par eux. Il s'agit souvent uniquement d'un emprunt de la création d'un autre, en l'occurrence de J.K. Rowling, mais le plus grave à notre sens, c'est la volonté quasi permanente de transposer des fantasmes sur des personnages qui ne leur appartiennent pas et qui sont déjà pourtant dotés d'une identité très claire, très forte, développée dans les 8 romans de Harry Potter et dans les 8 films. C'est en se plongeant dans certaines fanfictions particulièrement lues que nous nous sommes finalement rendus compte et que nous sommes tombés sur des choses pour le moins extrêmement choquantes. Comment accepter que l'on puisse prêter par exemple des relations sexuelle à une jeune Hermione Granger de première ou deuxième année avec un professeur adulte en la personne par exemple de Severus Rogue. On verse clairement dans la pédophilie, illustration à l'appui d'ailleurs sous forme par exemple de manga. On vous rassure, il y a la même chose avec Harry Potter et Severus Rogue avec exactement le même écart d'âge. Rappelons que la pédophilie et la diffusion de récits ou d'illustrations qui mettraient en scène ce genre de relation est quelque chose de puni par la loi. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de fanfictions qui traitent de relations entre des enfants, des adolescents et des enseignants de Poudlard. À peu près toutes les combinaisons possibles ont été testées. Ensuite, vous avez les fanfictions basées sur la sexualité des personnages que l'on connaît bien. Harry et Draco Malfoy, Harry et Ron, Hermione et Draco, Dumbledore et Harry Potter, Ron et Drago, etc., etc. La liste pourrait être très longue, mais elle est surtout particulièrement choquante, malvenue et surtout dénature en réalité l'œuvre de J.K. Rowling ainsi que ses personnages. Suivant les fanfictions, vous aurez plus de scènes de sexe que d'autres, mais la plupart du temps on est au-delà de l'obsession et surtout du lisible ou même du regardable. Comme s'il n'y avait pas d'autres sujets, d'autres thématiques à découvrir dans le monde magique que celle de la pornographie ou même, disons-le clairement, de la pédopornographie parfois. L'expression même de fantasme de la part de certains rédacteurs de fanfictions, le mot d'auteur nous semblant franchement loin d'être mérité, relève pour le coup de quelque chose d'inquiétant car la banalisation et la normalisation de relations entre des mineurs et des majeurs, avec en plus des liens d'autorité comme élèves-professeurs qui rentrent en ligne de compte, est quelque chose de particulièrement troublant, gênant et surtout extrêmement choquant, parce que, rappelons-le, c'est encore une fois faire l'apologie de quelque chose qui est illégal. Encore une fois, loin de nous l'envie de faire preuve de puritanisme, mais il y a des limites qui sont celles de la loi et de la morale. Quand on met en scène des univers à forte tendance pédophile, avec des relations toutes plus malsaines les unes que les autres, c'est qu'il y a un souci. Alors, on nous répondra qu'on ne peut pas juger ce type de relation, qu'il faut être ouvert, qu'il faut être moderne, qu'il faut vivre avec son temps, qu'on est en 2022, mais pour notre part, nous ne pouvons absolument pas regarder ce genre de texte et surtout voir des mineurs participer également, parfois à des roleplays dont la définition des personnages laisse parfois quand même un petit peu pantois et on pourrait même se demander un petit peu qui se cache derrière ces profils-là. Quand on voit des personnes clamant être dans un roleplay l'enfant de Godric Gryffondor et de Salazar Serpentard, qui dans cette version en fait est un transsexuel, son pseudo-enfant le serait aussi d'ailleurs, et que tout le monde finalement trouve assez ça normal, enfin pour nous il y a quand même un gros sujet. Que les adultes choisissent en toute connaissance de cause d'assouvir des fantasmes particuliers, grand bien leur face. Mais on ne peut pas impliquer des mineurs dans ce genre d'affaires. Le sujet est beaucoup trop grave. La modernité ne peut pas tout excuser et certainement pas la banalisation de la pédophilie. Car en réalité, c'est véritablement ce qui nous choque le plus, c'est de permettre à des mineurs de croire ou de s'imaginer que des relations entre des majeurs et des mineurs avec une dimension d'autorité ou non serait quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait acceptable en société. Autre problématique que nous avons avec les fanfictions, c'est le fait qu'au final, on apporte dans le récit et dans l'histoire du monde magique cette histoire de sexualité qui n'a pourtant absolument rien à faire dans les couloirs d'une école et dans un monde où J.K. Rowling a fait le choix de gommer toute cette thématique. Il y a tant d'histoires, il y a tant de mystères, tant de choses à écrire que nous avons quand même franchement beaucoup de mal à comprendre pourquoi la question de la sexualité prend une place aussi importante. Encore une fois, souvent dans une dynamique presque obsessionnelle, alors qu'il faut rappeler que l'univers de Harry Potter se base sur la question de l'enfance. Voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire
à ce sujet-là, parce que c'était un sujet qu'on estime quand même être important, et aujourd'hui c'est vrai que parfois, on ne vous le cache pas, on est quand même un peu interloqué de voir des adultes écrire ce genre d'histoire, et que ce genre d'histoire soit partagé parfois plusieurs dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, que ce soit des histoires qui soient lues franchement par même des centaines de milliers de personnes, et c'est notamment vrai sur la fandom britannique et américaine, où parfois effectivement on voit des choses. Donc nous, parfois, c'est vrai que ça nous interpelle, on se demande qui se cache derrière ce genre de mouvance, on se demande ce qui se cache finalement derrière cette logique quand même particulièrement perverse, et pour nous, il y a quand même un véritable sujet là-dessus, et c'était important qu'on puisse en parler. C'était aussi important qu'on puisse parler effectivement des raisons pour lesquelles la question de la sexualité n'est absolument pas abordée dans le récit de Harry Potter, ni dans les Animaux Fantastiques, parce que là aussi, c'est un choix narratif qui est intéressant, et comme tout choix narratif, on essaye évidemment d'en parler. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, on a essayé de ne pas être trop long sur le sujet, on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles aventures, on essaiera d'aborder des sujets peut-être un petit peu plus légers que ce sujet qui était assez lourd à traiter. On espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse évidemment toujours et surtout sur ce type de vidéo de pouvoir en discuter avec vous, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.